il y a un sondage qui a été réalisé par l'Institut IFOP à l'automne 2021 qui rappelle que l'hydroélectricité recueille 90% de bonnes opinions dans la population française de manière générale. Et donc, on est très très loin de ce que peut soutenir l'administration parfois, où l'énergie hydraulique, c'est pas bien, les moulins, ça freine la continuité écologique. Ayez bien ça en tête, on est la première énergie renouvelable plébiscitée par les Français. Et c'est la deuxième énergie également dont les Français souhaitent le développement. Alors la première, c'est l'énergie solaire. Elle est accessible à tout le monde, hein. On peut mettre des panneaux solaires en toiture, mais l'énergie hydraulique arrive très rapidement derrière. Et ça a été confirmé très récemment par une enquête qui a été réalisée par le ministère sur Internet pour recueillir l'avis des Français sur le développement de l'énergie hydraulique. Les avis sont tout à fait favorables de manière à peu près majoritaire. On est à peu près à 60% des personnes qui ont participé volontairement, sachant qu'il y a eu des écologistes qui sont intervenus, des associations de protection de l'environnement, et que malgré ça, on a quand même un avis qui est tout à fait favorable au développement de l'énergie hydraulique. Et par opposition à ça, la législation qui ne suit pas forcément. Vous le savez, il y a eu en débat à l'automne et au tout début de cette année un projet de loi qui est le projet de loi d'accélération des énergies renouvelables. Alors, il vient d'être publié ce matin au Journal officiel, après sa validation en très grande partie par le Conseil constitutionnel hier. Et paradoxalement, si cette loi d'accélération des énergies renouvelables vise un développement accéléré du solaire et de l'éolien, il n'y a absolument rien sur l'énergie hydraulique dans ce projet, si ce n'est des dispositions qui, au contraire, vont freiner le développement de l'énergie hydraulique. Alors c'est complètement paradoxal, mais c'est le reflet, une fois de plus, de l'influence du ministère de la Transition, qui n'est pas du tout favorable à l'énergie hydraulique, d'organismes tels que l'OFB, mais aussi d'associations dites de protection de l'environnement. Pour mémoire, la FFAM notamment avait porté différents amendements qui avaient été intégrés dans ce projet de loi au niveau du Sénat pour permettre un abaissement des débits réservés lorsque c'était nécessaire si on manquait d'énergie électrique, pour réactiver des usines et des moulins qui étaient actuellement sans activité. J'y reviendrai tout à l'heure, mais il y a une procédure qui est vraiment très très lourde pour réactiver un moulin qui ne fonctionne plus. Il y avait également des dispositions qui avaient été incluses pour fixer la consistance légale en contournant le millefeuille administratif qui vise à en minimiser la portée. Et puis, il y avait également un dispositif qui visait à rééquilibrer ce qu'on appelle l'amendement moulin, c'est-à-dire cette dispense de continuité écologique dont bénéficient les moulins producteurs d'électricité. Tout ça a été balayé à l'Assemblée nationale par une coalition qu'ont réussi à créer les associations dites de protection de l'environnement. Et donc aujourd'hui, en fait, on n'a rien dans ce projet de loi sur l'énergie hydraulique, ce que je vous disais tout à l'heure, et on a même un dispositif qui abroge l'article L214-18.1, qui était le fameux amendement Moulin qui dispensait de la continuité écologique. Donc tout ça, pour l'énergie hydraulique, c'est un goût amer. La loi de développement, enfin d'accélération des énergies renouvelables, franchement, c'est vraiment de la basse politique. Il y a un point qui peut être positif, c'est que la loi d'accélération des énergies renouvelables prévoit que pour tous les projets d'énergie renouvelable, donc ils n'ont pas réussi à exclure l'énergie hydraulique, ça avait été discuté, eh bien, on reconnaît un intérêt public majeur, c'est-à-dire que ça peut permettre d'obtenir des dérogations lorsqu'il y a des destructions d'espèces protégées ou ce genre de choses, pour pouvoir développer un projet de production d'énergie renouvelable. Mais attention, c'est un dispositif qui ne fait que décliner en droit français ce qui existe déjà au niveau européen, on n'a rien inventé, et qui par ailleurs est tout à fait temporaire, c'est-à-dire que c'est un dispositif qui a un délai d'application de 4 ans, et au-delà, on ne sait pas exactement ce que ça deviendra. Donc voilà, une loi d'accélération des énergies renouvelables, publiée au JORF aujourd'hui, mais qui n'apporte pas grand-chose, si ce n'est un recul sur l'amendement Moulin. Alors on me dirait, tout ça n'est pas très joyeux, et on préfère en général annoncer plutôt des bonnes nouvelles, mais en tout cas, voilà, c'est un élément d'actualité, il faut bien l'avoir en tête. Ça veut dire qu'aujourd'hui, l'administration va revenir à la charge sur tous les équipements de barrages de moulins pour la continuité écologique. Avec tout de même ce bémol qui est, comme vous le savez sans doute, que dans la loi de 2021, d'août 2021, cette fois, il y avait donc une interdiction de démolition des ouvrages qui a été votée
en tout cas sur les cours d'eau classés liste 2. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que sur des barrages de moulins qui seraient situés sur des cours d'eau liste 2, l'État peut de nouveau imposer le rétablissement de la continuité écologique, mais ne peut pas imposer la démolition. Donc, bon, voilà, on a quand même une législation qui a progressé, mais avec un petit coup de barre en arrière qui vient de se produire sur l'amendement Moulin. Alors, chose plus sympathique, c'est le point numéro 3 que je voulais aborder avec vous. On a une décision très favorable du Conseil d'État qui est intervenue le 31 octobre dernier sur justement les travaux de rétablissement de la continuité écologique. Alors, vous le savez sans doute, le 30 juin 2020, le ministère de la Transition écologique et solidaire, qui est toujours désireux de faciliter les arasements d'ouvrages, même quand c'est irrégulier, avait adopté un décret qui permettait de soumettre les démolitions d'ouvrages sur des cours d'eau, quel que soit leur classement, liste 1, liste 2, à un régime très simplifié. Jusqu'à ce décret, en effet, dès lors qu'on allait démolir un ouvrage en rivière, en général, il fallait faire un dossier de demande d'autorisation, il fallait passer par une étude d'impact environnemental, il fallait passer également par une enquête publique, et ça donnait une grosse complexité à ce genre de dossier, et ça permettait aussi à des riverains, des usagers de l'eau, de freiner ce genre de travaux de destruction. Et donc, le ministère a considéré que pour pouvoir simplifier tout ça, simplifier les contentieux, aller plus vite dans sa basse besogne de démolition des moulins, eh bien, on pouvait simplifier le régime juridique en supprimant le régime d'autorisation pour tous ces travaux de démolition et d'arasement d'ouvrages, et en les soumettant simplement à un régime de déclaration, c'est-à-dire un petit dossier qui est fait en 3 exemplaires, où le délai d'instruction est de 2 mois, au lieu de 9 mois pour les autorisations, sans enquête publique, sans étude d'impact, et donc, au bout de 2 mois, même si l'administration ne répondait pas, eh bien, on pouvait envoyer les pelleteuses dans la rivière pour tout démolir. Donc ça, c'est quelque chose qui était absolument inadmissible, et sur lequel il y a eu une coalition, aussi bien des syndicats de producteurs d'hydroélectricité, que des fédérations de moulins, FFAM et puis FDMF, mais également d'Hydroxois, par exemple, et d'autres associations comme l'Association des riverains de France. Et donc, il y a un recours qui a été déposé devant le Conseil d'État. On a beaucoup travaillé sur le sujet et avec une grosse satisfaction à la clé, puisque le Conseil d'État a annulé le 31 octobre 2022 ce décret et les mesures qui en découlaient. Donc aujourd'hui, à compter du 1er mars, donc vous voyez que c'est tout frais, ce régime de simplification d'autorisation a disparu du paysage. C'est une chose parfaitement logique. Donc aujourd'hui, pour démolir un barrage en rivière, lorsque c'est autorisé, c'est-à-dire quand on n'est pas en cours d'eau classée liste 2, eh bien, il faut de nouveau passer par un dossier de demande d'autorisation, une enquête publique, une étude d'impact sur l'environnement, ce qui paraît, pour le coup, parfaitement logique. Alors, il y a une petite réserve qui a été faite par le Conseil d'État, c'est-à-dire que la décision est intervenue le 31 octobre 2022 et l'entrée en vigueur de cette abrogation est, elle, entrée en vigueur le 1er mars dernier. Pourquoi? Parce qu'il y avait des dossiers qui étaient en cours d'autorisation et le Conseil d'État a considéré que ça posait trop de problèmes juridiques, trop d'insécurité, en quelques mots, pour pouvoir prononcer une annulation pure et simple. En tout cas, voilà, le résultat est obtenu. Alors là-dessus, le ministère n'est pas vraiment très fair-play, parce que, vous le savez, l'administration, c'est un peu comme un sous-marin, vous lui envoyez un scud à un endroit et le sous-marin ressort un peu plus loin. Et donc le ministère a déjà expliqué qu'ils étaient en train de préparer un nouveau texte pour pouvoir justement remplacer donc, ces dispositions qui ont été annulées. Voilà, donc on verra ce qui se passe, mais de toute façon, les règles sont quand même très claires et on peut de nouveau déposer un recours devant le Conseil d'État si c'était nécessaire. Je voulais vous parler donc du dispositif du L214-18.1 dont je vous expliquais qu'il a été abrogé donc, par la loi d'accélération des énergies renouvelables. Alors, si vous avez suivi un petit peu la chose, on est tombé, entre guillemets, dans un guet-apens sur ce texte qui est absolument scandaleux. Vous savez que ce texte, il a été adopté en 2017 et il permettait donc à tous les moulins qui produisent de l'électricité d'être dispensés du rétablissement de la continuité écologique. Le texte, évidemment, a provoqué un tollé dans les associations environnementales, un tollé au niveau du ministère, de l'Office français de la biodiversité, qui n'a jamais accepté son application. Et donc, il y a eu une résistance acharnée des services de l'État
pour ne pas appliquer ce texte, à tel point qu'à l'occasion d'un contentieux qui a été tranché par le Conseil d'État en juillet 2022, le ministère de la Transition écologique et solidaire, qui est chargé de l'application de la loi, a demandé au Conseil d'État de considérer que ce dispositif était contraire au droit européen. Ce qui est absolument incroyable, parce que vous avez donc un ministère qui est chargé de faire appliquer la loi, qui demande en fait au Conseil d'État de dire que cette loi n'est pas applicable. En gros, l'administration se mêle du législatif et fait tout pour bloquer des lois qui ont été votées par le Parlement. Donc c'est vraiment un procédé scandaleux, avec de véritables mensonges qui ont été développés par le ministère, et le Conseil d'État, malgré tout, a suivi dans le cadre d'une procédure par ailleurs assez particulière. Donc ça a été le début de la fin, puisque le Conseil d'État a considéré donc en juillet 2022 que ce texte, eh bien l'administration était fondée à ne pas l'appliquer. Et comme l'administration a été considérée comme fondée à ne pas l'appliquer, eh bien finalement, devant les parlementaires, un certain nombre d'associations dites de protection de l'environnement ont défendu la contrariété de ce texte au droit européen, et un certain nombre de députés, comme Delphine Batho, pour ne pas la nommer, qui est ancienne ministre de l'Environnement, a porté un amendement pour faire supprimer ce texte en disant que c'était très bien d'équiper tous les ouvrages de continuité écologique, etc. Sans évidemment évoquer le fait que on est sur des petits seuils et que c'est sans doute pas la priorité que d'équiper des seuils de moulins ou de les détruire pour assurer le rétablissement de la continuité écologique. Cette péripétie démontre une chose, c'est que les combats ne sont jamais gagnés. Et autant ce texte a eu quelques années d'application devant lui et a permis de remettre l'église au milieu du village sur un certain nombre de dossiers, autant ça démontre une chose, c'est qu'il ne faut jamais considérer que les choses sont acquises. Nous avons en face de nous des ennemis, entre guillemets, qui sont extrêmement déterminés, qui sont extrêmement dogmatiques, et nous avons surtout un ministère qui n'est pas du tout l'ami des moulins. Mais ça, je pense que je ne vous apprends rien en vous le disant. Et donc, il faut faire extrêmement attention dans tout ce qu'on développe, être extrêmement attentif au développement législatif, au développement des procédures administratives, parce que un retour de boomerang est très très vite arrivé, et c'en est une bonne illustration. Alors voilà, des nouvelles qui sont un peu mi-figue, mi-raisin, si je vais vous me pardonner l'expression. On a du positif, on a du moins positif, mais l'histoire n'est pas définitivement écrite, et je pense que c'est à nous tous de nous retrousser les manches pour parler de ces sujets à nos députés, à nos sénateurs, les sensibiliser, et que dans le cadre de nouveaux dispositifs ou de nouvelles lois qui vont être adoptées, puisqu'il y a une loi de programmation pluriannuelle de l'énergie qui devrait passer au Parlement d'ici l'été, eh bien, il faut que ce sujet de l'énergie hydraulique et des moulins soit rouvert. Et on peut le faire rouvrir. Pour ça, il faut en parler à nos parlementaires, députés, sénateurs, et il faut absolument convaincre. On a des très bons arguments, et puis vous savez, je vous l'ai dit tout à l'heure, on a quand même 90% des Français qui sont derrière nous sur l'énergie hydraulique, et il faut donc considérer qu'on est parfaitement légitime à défendre ce thème. Alors après, pour terminer cette petite intervention, je voulais évoquer avec vous quelques petites jurisprudences qui sont amusantes. Alors, ce ne sont pas de grands progrès législatifs ou de grands progrès jurisprudentiels, mais ils sont quand même intéressants à connaître. Vous avez peut-être tous été confrontés déjà à des interventions des services de police de l'eau, qu'il s'agisse de la DDT, qu'il s'agisse de l'OFB, qui viennent contrôler des travaux en rivière, qui viennent contrôler des vidanges d'étangs qui peuvent être associés à des moulins, ou bien bon. Eh bien, il faut savoir que ces agents n'ont pas compétence ourbi et torbi et partout, etc., contrairement à ce que parfois ils peuvent vouloir vous expliquer. Mais après, la compétence pour constater des infractions, elle n'est pas non plus nécessairement acquise. Et c'est ce que je veux vous raconter dans cette petite expérience qui est assez amusante. J'ai suivi assez récemment un dossier d'un plan d'eau qui était situé à la frontière, entre guillemets, de la Nièvre et de la Côte d'Or. Donc vraiment en territoire du Morvan, pour ne pas vous dépayser. Et il s'était produit la chose suivante, il y a une vidange de plan d'eau qui a été réalisée. Le propriétaire, extrêmement précautionneux, met des bottes de paille dans le moine de l'étang, fait réaliser une pêche avec encore de l'eau dans l'étang pour éviter qu'il y ait de la boue qui parte, etc. Il était bien sûr autorisé par l'administration à réaliser cette vidange, et l'OFB ne passe pas pendant les opérations de vidange, et passe simplement plusieurs jours après la fin des opérations de vidange. Et à ce moment-là, le plan d'eau était à sec. Dans le moine, la paille avait été enlevée, bien évidemment, puisque c'était vidangé.
Et l'OFB considère qu'il y a eu des départs de sédiments dans la partie aval du cours d'eau qui avaient noyé toutes les frayères de poissons qui étaient situées à l'aval. Et donc dresse procès-verbal pour vidange irrégulière d'un plan d'eau, pour pollution de cours d'eau, par pollution mécanique, etc. C'est extrêmement grave. Bon, voilà. Et donc on se retrouve devant le tribunal correctionnel à parler de ça. C'est toujours une expérience agréable. Je plaisante évidemment en le disant. Et donc on passe entre un voleur à la tire et un braqueur de banque pour expliquer que en fait c'est une catastrophe environnementale majeure, que le cours d'eau est pollué sur des kilomètres à l'aval, sauf qu'il y a des photos qui sont prises uniquement sur quelques mètres ou quelques centaines de mètres à l'aval, dont des photos où on voit absolument rien en termes de départ de sédiments. Et surtout, si vous voulez, ce qui s'est produit, c'est qu'il y a eu des orages très forts qui se sont produits quelques jours après la vidange du plan d'eau en question. Et donc, quand il y a des orages, bien évidemment, les eaux se colorent, se chargent en sédiments, et ce n'est pas forcément des dépôts de sédiments qui proviennent du plan d'eau. Donc, premier problème, l'agent de l'OFB qui avait dressé le procès-verbal a instruit uniquement à charge en disant « ça vient nécessairement du plan d'eau ». Non, mais ce n'est pas nécessaire. Il peut y avoir d'autres événements qui se produisent. Mais surtout, et c'est là où la chose est amusante, c'est que cet agent de l'OFB était tellement préoccupé par le fait de coincer le propriétaire de l'étang qu'il ne s'est pas préoccupé de sa compétence territoriale. Or, chaque fonctionnaire de la DDT ou de l'OFB est compétent sur un ressort territorial. C'est ce qu'on appelle le commissionnement. Et cet agent était compétent justement sur le département de la Côte d'Or, mais pas dans le département de la Nièvre. Et il se trouve que ce plan d'eau se situait à cheval sur les deux départements, pile sur la frontière. Le ruisseau qui était à l'aval faisait lui-même la frontière et ensuite s'enfonçait dans le département de la Nièvre. Et cet agent a fait des investigations non seulement sur le plan d'eau, mais ensuite sur le ruisseau situé à l'aval et s'est enfoncé dans le département de la Nièvre, là où il n'était pas compétent. Et s'est produit ce qui devait arriver, c'est-à-dire que c'est pas le tout d'écrire quelque chose, pas forcément d'ailleurs très exact au fond, et puis de dresser procès-verbal, encore faut-il justifier de sa compétence, ce qui n'était pas le cas. Il n'était pas compétent dans le département de la Nièvre, et en conséquence, le tribunal correctionnel, sans même s'intéresser au fond de la procédure, a annulé toute la procédure qui avait été établie parce que l'agent n'était pas compétent pour dresser procès-verbal à cet endroit. Donc c'est quelque chose à savoir. C'est un peu comme Al Capone qu'on n'a pas coincé sur le fond. Vous m'excuserez pour le parallèle, mais c'est assez amusant. En réalité, cet agent qui était investi d'une mission divine qui consistait à coincer l'exploitant, finalement est rentré chez lui. Autre jurisprudence que je trouve assez amusante, c'est une jurisprudence qui concerne cette fois-ci une petite centrale hydroélectrique établie sur le site d'un ancien moulin en Meurthe-et-Moselle. Il se trouve que ce moulin a été arrêté pendant de nombreuses années, et puis dans les années 90, le propriétaire du moulin a décidé de rénover pour en faire une petite centrale hydroélectrique. Il est donc allé voir l'administration qui l'a autorisé à remettre en service avec un arrêté préfectoral disant, eh bien voilà, ce moulin, il a été autorisé avant 1919, donc il a une autorisation qui est valable sans limitation de durée, et je fixe des prescriptions pour cette remise en service, donc des hauteurs de barrage, des billes réservées, une passe à anguille, etc. Bon, la totale. Sauf que cet arrêté était plein de bonnes intentions, mais fait absolument n'importe comment. En quelque sorte, si vous voulez, les ouvrages étaient mal décrits, les cotes n'étaient pas les bonnes, la cote du barrage, telle que donnée dans l'arrêté, était 40 cm en dessous de la cote réelle du barrage. Donc c'est vraiment un travail de pied nickelé, ça a été fait n'importe comment. La centrale est remise en service, elle est ensuite vendue quelques années après à un nouvel exploitant qui contacte l'administration en disant « Administration, écoutez, voilà, j'ai fait quelques investigations de terrain et je me suis aperçu que l'arrêté était complètement déconnant. Les cotes qui sont données ne correspondent pas, enfin, il n'y a rien qui fonctionne. » Et donc l'administration lui écrit en disant « Écoutez, oui, vous avez raison, cet arrêté est très très mal rédigé, on ne va donc pas vous le transférer et on prendra un nouvel arrêté pour vous autoriser à exploiter la centrale. » Et puis 15 ans se passent, et c'est le problème quand une situation n'est pas éclaircie totalement. Se présente un agent de l'OFB, toujours très content de pouvoir établir une nouvelle procédure, qui contrôle les ouvrages, qui contrôle les cotes et qui dit à notre exploitant « il n'y a rien qui va, la passe à poisson n'est pas au bon endroit, vous ne délivrez pas le bon débit, votre cote de barrage est trop haute, de 40 cm, sur une chute d'1,80 m.
Donc, il n'y a rien qui va, et donc je vous colle procès verbal. Le type n'a pas fait attention à la procédure qui a été engagée, ne se présente pas au tribunal et se prend une amende de 24 000 €. Quand même pas peanuts. Et là-dessus, donc, on fait opposition à ce jugement, on gagne en première instance, et le parquet, donc le ministère public, procureur, fait appel de cette décision sur la base d'un écrit de l'Agence française de la biodiversité à l'époque, aujourd'hui l'OFB, qui écrit texto, de toute façon, dans ce dossier, Maître Remy a eu un talent phénoménal pour enfumer les choses, mais c'est vraiment ce qui est écrit, hein. Il raconte n'importe quoi, c'est absolument scandaleux, il faut faire appel. Et donc, on a gagné en appel, bien sûr, parce que, en réalité, l'administration avait ignoré quelque chose. Déjà, c'est qu'on ne peut pas écrire une chose et son contraire. L'administration avait écrit il y a 10-15 ans que l'arrêté préfectoral en question était bourré d'âneries et était inapplicable. Donc, prétendre ensuite l'appliquer et dresser procès-verbal sur cette base, c'était un peu fort de café. Et deuxièmement, il y a une chose qui est à savoir aussi, c'est que lorsque vous avez un moulin ou une petite centrale hydroélectrique qui est autorisée par un arrêté ou une ordonnance royale d'avant 1919, eh bien, vous avez un droit d'usage de l'eau qui est éternel, comme un droit fondé en titre, et vous n'avez pas nécessairement à faire transférer l'arrêté d'autorisation d'origine. En réalité, cette installation était autorisée par un décret de 1848 ou un truc comme ça, et donc le simple fait d'acheter les ouvrages suffisait à dire qu'on avait également bénéficié du transfert de l'autorisation d'origine d'avant 1919. Et donc il n'y a pas besoin d'avoir un arrêté moderne pour exploiter l'installation. L'arrêté qui avait été pris il y a 10 ou 15 ans n'avait aucune importance. Donc l'exploitant exploitait de manière régulière, n'avait pas sollicité le transfert de l'autorisation dont l'administration avait reconnu qu'il comportait des tas d'âneries, et en conséquence, le tribunal a rejeté les poursuites, relaxé l'exploitant en considérant qu'il n'était pas tenu par l'arrêté en question et que par ailleurs, il pouvait tout à fait exploiter de manière régulière. Voilà donc deux décisions qui sont assez amusantes, puisqu'en réalité, c'est l'administration qui, cette fois, s'est pris un coup de boomerang, ou l'OFB, sur des principes qui sont des principes purement basiques. C'est simplement respecter leurs compétences, respecter les principes de droit qui sont acquis depuis très très longtemps. Alors pour conclure, je voulais citer une petite phrase que je cite à l'occasion, mais que je trouve a une résonance en matière de police de l'eau. C'est cette phrase de Pompidou, prononcée en 1966, mais arrêtez d'emmerder les Français. L'administration le comprendrait, je pense qu'on simplifierait bien des choses, on éviterait bien des contentieux et bien des situations problématiques. Après, il faut reconnaître une chose à l'administration, c'est que grâce à elle, il y a du contentieux et mon cabinet fonctionne. Sans eux, évidemment, je serais très malheureux. Merci pour votre attention. Bonjour maître, je voudrais savoir si quand on est propriétaire d'un moulin, on doit respecter un certain niveau d'eau afin de permettre la pêche, le canoë. Alors, vous êtes tenu à respecter un niveau d'eau si vous avez un titre d'autorisation qui vous impose de respecter un niveau légal. En fait, on parle de niveau légal parce que c'est un niveau qui est organisé par la loi et en règle générale, sur une autorisation ancienne ou sur un arrêté actuel, on prévoit que vous êtes tenu de respecter un niveau d'eau en crête de barrage ou en crête des vannes de retenue. Si vous n'avez pas un titre administratif de ce type, normalement, vous n'êtes pas tenu à un niveau particulier. Mais attention, ce n'est pas parce que vous n'avez pas l'obligation de tenir un niveau qu'on ne va pas venir vous chercher des noises. Parce que c'est vrai que souvent, vous le dites très bien, il y a des usages de pêche, de canoë, de baignade, etc. Et les usages établis font que souvent, l'administration va les défendre, si vous voulez. Donc, on risque de vous dire, même si vous n'avez pas d'obligation, bah, attendez, vous ne pouvez pas bouger les niveaux comme ça, etc. Donc voilà, il y a vraiment la loi, le règlement, et puis il y a l'usage aussi et l'habitude qui finissent par avoir force de loi. Donc, vous savez s'il y a un règlement d'eau qui est applicable à ce vannage ou pas? Non, je ne sais pas. Bah là, pour le coup, ouais, n'hésitez pas à écrire à l'administration pour leur demander copie des titres administratifs, donc l'arrêté ou bien le décret, etc., qui s'appliquent à ces ouvrages. Et vous verrez tout de suite dedans s'il y a une obligation de tenir le niveau légal ou pas. Si c'est le cas, et qu'ils ne le tiennent pas, bah vous pouvez dire à l'administration, je vous mets en demeure de faire respecter le texte. Au départ, la police de l'eau, elle m'avait répondu qu'elle veillerait elle-même à ce que le niveau d'eau soit respecté, qu'elle ferait les démarches nécessaires
auprès du propriétaire, mais depuis, j'ai reçu un email qu'il ne fallait pas déranger trop tôt. Ouais, alors en la matière, il ne faut pas oublier que l'administration est constituée d'hommes et que l'homme est par nature feignant. Et en conséquence, si vous n'êtes pas derrière pour pousser l'administration en permanence, il ne se passera pas grand-chose, hein. Donc il ne faut pas hésiter à leur écrire très régulièrement, à leur téléphoner très régulièrement, en recommander pour laisser des traces, pour les activer. Si vous ne le faites pas, le dossier va tomber au fond du panier et puis il ne se passera rien. Peut-on imposer à un propriétaire de maintenir un niveau d'eau cohérent en amont et en aval? Parce que là, concrètement, on a affaire à un vannage qui est plein ouvert depuis 6 mois. Donc la question, c'est vraiment ça. Peut-on faire quelque chose sur un propriétaire de moulin qui refuse de maintenir son seuil et qui voudrait le voir détruit? Alors oui, bien sûr, il y a des actions. Alors, évidemment, si on n'est pas soi-même le propriétaire, c'est toujours un peu plus compliqué d'intervenir, hein, puisqu'on n'a pas la maîtrise de tout ça. Mais une chose est certaine, si, comme je vous le disais, il y a un règlement d'eau qui existe, il faut déjà le connaître. C'est-à-dire, il faut demander à l'administration de vous en transmettre copie. Et regardez ce règlement d'eau. Si effectivement, dans le règlement d'eau, on doit tenir des niveaux légaux à l'amont et à l'aval, ça doit être fait. Il n'y a pas de cause exonératoire. Ce qui peut se passer, ceci étant, c'est que parfois l'administration demande que les ouvrages soient maintenus ouverts pour faciliter le passage des poissons et des sédiments. Là, il ne faut pas hésiter à le signaler à l'administration aussi en disant, écoutez, oui, vous faites ça pour le passage des sédiments et des poissons, mais moi, pendant ce temps-là, mes berges se dégradent. Donc, on ne peut pas favoriser la continuité écologique et laisser tout se détruire autour. La politique de gestion de l'eau, c'est une politique qui doit être équilibrée. Et donc, l'administration ne peut pas imposer ou laisser faire un propriétaire d'ouvrage en laissant ses ouvrages ouverts en permanence. Ça ne marche pas. Après, là où vous risquez d'avoir un écueil, c'est que si le propriétaire du moulin demande ou laisse faire l'administration pour démolir ses ouvrages, là, pour le coup, il y a un vrai problème, c'est qu'un propriétaire qui souhaite se faire supprimer son droit d'eau, vous ne pourrez pas faire grand-chose. C'est le cas et cela a impacté aussi, j'en ai pas parlé, un château qui est directement en amont du barrage, dont le château est entouré de bras d'eau. Les bâtiments de France sont intervenus pour mettre un peu un veto sur cette destruction de pelles et en dépit de leur avis, donc les pelles n'ont pas été détruites, mais elles ont ouvert. Ce qui est très différent, on est d'accord sur le maintien du niveau d'eau. Oui. Alors effectivement, hein, typiquement, c'est des cas qui arrivent régulièrement parce qu'il arrivait très souvent qu'il y ait des barrages qui soient associés à des moulins et à des propriétés seigneuriales. Et donc, lorsqu'on va raser le barrage, on risque d'assécher tout ça et puis de provoquer des dégâts très importants sur des constructions. Il y a des dispositifs dans la loi qui interdisent ce genre de choses. Dans l'article L214-17 du Code de l'environnement, il est très clairement prévu que non seulement un ouvrage ne peut pas être détruit sur un cours d'eau classé liste 2 pour rétablir la continuité écologique, mais il est aussi prévu que la continuité écologique ne doit pas conduire à porter atteinte au patrimoine classé ou bien au patrimoine identifié par les PLU. Donc, si vous avez un monument historique ou un monument qui est inscrit à l'inventaire supplémentaire, eh bien, on ne peut pas détruire l'ouvrage qui sert à alimenter ses douves, à alimenter ses fondations, etc. Donc ça, c'est très important. Et il ne faut pas hésiter, lorsque l'occasion se présente, à élever un contentieux sur le sujet, parce que l'hypothèse est prévue par les textes, et elle est interdite. L'avantage, quand on produisait de l'électricité, comment dans les délais cela se traduit-il? Alors, bonne question. Merci de l'avoir posée, Monsieur Boutry. À vrai dire, on n'en sait rien à l'heure actuelle, puisque l'administration est très contente d'avoir fait sauter le texte. Bon, très bien. Mais il va se poser un problème à elle, qui est qu'elle n'arrivait déjà pas à suivre le rythme des équipements d'ouvrage qui n'étaient pas exonérés. On traitait 3000 ouvrages par an sur un total de 19 000, et le délai était de 5 ans pour tout équiper. Bon, si vous faites le calcul, vous apercevez tout de suite qu'il y a un gros problème. Et c'est la raison pour laquelle il y avait une circulaire qui a été adoptée en 2019 pour dire, voilà, on va prioriser certains cours d'eau qui sont classés, et sur les cours d'eau qui ne sont pas priorisés, on va temporiser sur les équipements. À mon avis, c'est ce qui risque de se produire sur les ouvrages de moulins qui n'ont pas été équipés jusqu'à présent.
Il faudra bien un moment que l'État intervienne pour prévoir des délais, parce qu'aujourd'hui, quasiment partout en France, les barrages de moulins qui n'ont pas été équipés sont en situation infractionnelle. Mais est-ce que pour autant l'État peut tomber à bras raccourcis sur tous les propriétaires et coller des procédures? Non, parce que c'était justement une loi qui a été votée et qui vient d'être supprimée qui prévoyait cette exonération. Donc ce n'est pas une intention de ne pas équiper, c'est que simplement la loi le prévoyait. Donc aujourd'hui, c'est un petit peu tôt pour dire ce qui va se passer. Je pense qu'on va avoir une circulaire qui explique comment procéder et qui va donner des délais complémentaires. Mais pour l'instant, il n'y a rien dans les tuyaux. Je pense qu'il va falloir y travailler dans les mois qui viennent. Voilà. Il y a quand même une chose, peut-être pour être tout à fait complet sur le sujet. Aujourd'hui, dans la loi, existe toujours un dispositif qui prévoit que si la réalisation d'une passe à poisson sur un petit ouvrage contraint à réaliser une dépense exorbitante, c'est à l'État de payer. Et ça, c'est un dispositif qu'il faudra utiliser à l'avenir, parce que l'Office français de la biodiversité est toujours très très prompt à exiger des ouvrages qui coûtent la peau des fesses, si vous me pardonnez l'expression, mais sans s'inquiéter de savoir si à un moment ça ne pèse pas sur la possibilité de maintenir l'ouvrage, ou bien si ça n'oblige pas le propriétaire à carrément vendre sa propriété parce qu'il n'a pas les moyens. Et là, typiquement, il y a un moyen d'action qui doit être, à mon avis, mis en œuvre pour faire reculer l'État sur des demandes qui sont exorbitantes et arbitraires. Favoriser la continuité écologique, oui. Favoriser la continuité écologique à tout prix, non. Et surtout quand ça doit conduire à vendre ou à casser des ouvrages, ce qui n'est plus du tout le sens de la loi aujourd'hui, je vous l'ai indiqué. Il y a 2 pays, à ma connaissance, la Nouvelle-Zélande et le Canada, qui ont donné une personnalité juridique à des cours d'eau. Et je sais qu'il y a des réflexions en France pour aller dans ce sens-là, notamment avec la loi. Et j'aimerais avoir votre avis sur ce concept. Mon avis personnel sur la situation, c'est à peu près la même chose que de considérer qu'un chien a une personnalité juridique pleine et entière et pourrait se marier avec un homme. Je veux dire, à un moment, il faut quand même faire une distinction entre ce qui est l'homme et ce qui est la nature. Ce n'est pas une façon de la déconsidérer. Mais les cours d'eau, la nature, sont déjà défendus à l'heure actuelle par des associations environnementales, qui n'ont pas toutes des objectifs mauvais, il ne faut pas se méprendre, il y en a qui sont parfaitement respectables, d'autres qui le sont moins. Donner la personnalité juridique à un cours d'eau, c'est en fait donner la possibilité à une association ou à un organisme créé pour l'occasion de se prétendre défenseur du cours d'eau en question et d'intervenir à tout bout de champ sur tous les sujets qui concernent ce cours d'eau. Le principe peut, à mon avis, être compris comme quelque chose de tout à fait bénéfique et puis tout à fait positif. Ce que je crains toutefois, c'est que justement, on ait un organisme qui représente ce cours d'eau ou qui l'incarne, qui devienne un espèce d'ayatollah et qui empêche la réalisation de tout ouvrage au motif qu'on porte atteinte au cours d'eau en question. C'est vraiment ce que je crains et j'espère très sincèrement, pour vous dire le fond de ma pensée, que ça n'arrivera pas en France ou ça n'arrivera pas trop tôt en France. Parce qu'aujourd'hui, dès qu'on parle d'écologie, on est sur des sujets qui sont politisés de manière excessive, alors que l'écologie, pour moi, ça n'est pas de la politique. L'écologie, c'est du bon sens. Et confier l'écologie à des écologistes, comme le disait Clémenceau, c'est confier une chose bien trop importante à des militaires, la guerre. Ben, en fait, je fais vraiment le parallèle. Il faudrait avoir des gens qui n'ont pas de conviction politique outrancière pour que ce concept-là de personnalité juridique d'un cours d'eau puisse fonctionner. C'est au sujet des arbres qui tombent dans les rivières et que les propriétaires disent non, on n'a pas le droit de les enlever de la rivière, c'est interdit par l'environnement et tout ça. Et on a un problème sur notre commune, il y a des arbres de la commune qui sont tombés et tout le monde a répondu non, on n'a pas le droit de toucher aux arbres qui sont là. Quels sont les droits? Est-ce qu'on doit les enlever, ces arbres? Voilà. Alors, sous réserve d'une réglementation locale que je ne connaîtrai pas, qui est toujours possible, vous pouvez avoir des zones Natura 2000, des zones SNIEF qui sont extrêmement protégées. Le principe, c'est que lorsque vous avez un arbre qui tombe dans la rivière, et c'est du bon sens, c'est potentiellement une embâcle, et donc ça peut provoquer des inondations. Donc, ça doit être retiré. Ça paraît évident. Il faut bien avoir en tête que dans le Code de l'environnement, vous avez un article L211.1 qui prévoit les grands équilibres de la politique de l'eau.
et qui prévoit notamment que parmi les différents intérêts qui doivent être pris en compte par l'administration, la biologie, les milieux aquatiques, la faune, enfin la flore, c'est la même chose, mais aussi les intérêts touristiques, de pêche, de loisirs, économiques, de valorisation d'énergie hydraulique, etc. Il y a un intérêt majeur qui est la sécurité et la salubrité publique. Tout est dit. Et il ne faut pas hésiter à le rappeler à l'administration. Ce que l'on doit voir en priorité dans la gestion de l'eau, c'est la sécurité et la salubrité. Or, si vous laissez des arbres s'accumuler dans la rivière, ça fait des embâcles, et à un moment ou à un autre, ça provoquera des dégâts sur les ponts, sur les habitations, sur les rives, etc. Et ce qu'on voit quand vous avez des événements climatiques majeurs de type tempête, comme il y a eu par exemple dans la vallée de la Vésubie au-dessus de Nice, mais il y a plein d'autres exemples, c'est que ce qui provoque le plus de dégâts, ce sont justement ces arbres qui tombent dans les rivières, alors avant les tempêtes ou pendant les tempêtes, qui viennent se plaquer contre les ponts et qui font exploser les ponts parce que ça les transforme en barrages qui ne sont pas prévus pour ça, qui explosent sous la pression des flots. Et donc c'est une question de responsabilité, je dirais environnementale, mais aussi de responsabilité civile, que d'enlever les arbres qui tombent dans un cours d'eau. C'est une obligation, oui. J'ai une autre question à vous poser, maître, c'est à propos des listes 2, des histoires prioritaires. On a eu en 2012 un arrêté qui disait vous devez faire la continuité écologique, vous avez 5 ans pour la faire jusqu'en 2017. On vous a prorogé jusqu'en 2022, donc, et vous n'avez toujours pas appliqué la loi. Donc, tous les propriétaires de liste 2 sont en infraction judiciaire. Mais ce n'est pas une situation nouvelle. Hein. C'est déjà le cas avec les anciens classements L432-6, où vous aviez des milliers d'ouvrages en France qui étaient en situation infractionnelle et irrégulière. En fait, l'État passe son temps à faire des textes qu'il sait ne pas pouvoir appliquer et met les gens dans des situations qui sont des situations infractionnelles. Très honnêtement, c'est une situation où l'État pourrait être reconnu responsable d'avoir poussé des gens en situation infractionnelle. Je le dis très sérieusement. Quand on fait les choses n'importe comment, à un moment ou à un autre, il faudra en répondre. Et je pense que c'est ce qui va finir par leur arriver. Oui, mais l'administration peut dire l'inverse. Elle dit, monsieur, vous êtes en dehors de la loi, je vous condamne. Oui, mais à ceci près que, si vous voulez, il y a beaucoup de cas où il y a des dossiers de rétablissement de la continuité écologique qui ont été déposés et qui ne sont pas instruits par l'administration. Je peux vous en donner des charrettes d'exemples. Très proche de moi, à Nancy, il y a 2 sites que je connais très très bien. Vous avez des dossiers de continuité écologique qui ont été déposés il y a 7 ans. Il y a eu une demande de complément qui a été produite, et puis voilà. Et l'administration n'a jamais répondu. Donc, tant que l'administration ne répond pas et ne valide pas l'ouvrage, si vous voulez, il n'y a pas de situation infractionnelle. Et en fait, c'est ça qui a conduit l'État à adopter la circulaire dont je parlais tout à l'heure de priorisation des cours d'eau, parce qu'ils se rendent bien compte que sur, je disais, 19 000, 20 000 ouvrages, on en traite 3 000 par an, et donc c'est absolument impossible d'arriver à tout traiter à ce rythme-là dans les délais qui sont impartis. Et quand je parle de 3 000 ouvrages par an, c'est tout compris, c'est à la fois des seuils de moulins, mais aussi des épis, etc. Et quand je parle de 20 000, c'est 20 000 seuils de moulins. En fait, des ouvrages, il y en a beaucoup plus que ça. Donc en fait, l'administration s'est fixé des obligations qu'elle ne peut pas atteindre. Les moulins de Touraine. Concernant les casses à poissons, donc j'avais compris que c'était d'intérêt général que de faire une casse à poissons. Et j'avais compris aussi que quand on a à faire cela, c'était donc pour le bien public et ce n'était pas à la charge d'un propriétaire privé. Non, le principe, c'est que c'est à la charge du propriétaire privé, justement. Même si c'est pour l'intérêt général. Même si c'est pour l'intérêt général. Et c'est là, si vous voulez, où il y a cette question que j'abordais tout à l'heure, de dépenses exorbitantes, c'est-à-dire qu'on considère que vous utilisez un bien public, c'est l'eau, qu'il y a un intérêt général à faire ce genre d'ouvrage, mais la limite à ça, c'est que si vous êtes exposé à une dépense exorbitante, eh bien ça dépasse ce que l'État peut vous imposer pour une cause d'intérêt général. Et donc comme ça dépasse ce qu'on peut vous imposer pour respecter l'intérêt général, vous avez une charge qui est trop lourde compte tenu des avantages que vous tirez de l'utilisation de l'eau, eh bien c'est l'État qui doit payer. Donc à la réunion adjoint-maire de Cercy-la-Tour, nous avons un bassin fluvial qui a été construit pour le canal du Nivernais, donc il y a un barrage
par la rivière Aron. Cette rivière, d'ailleurs, est canalisée sur une partie le long de ce plan d'eau. Ce plan d'eau s'envase régulièrement. On a essayé plusieurs fois de le faire curer par les services de l'ANF ou les services de l'État. On se heurte à des problèmes de continuité écologique, d'espèces rares, etc., etc. Personne ne peut faire les travaux. Le problème qui se passe aujourd'hui, c'est que, comme les habitations sont en amont, dès qu'il y a des crues, il n'y a plus beaucoup d'eau dans ce plan d'eau. Hein, on peut même le traverser à pied aujourd'hui, sauf la partie canalisée, quoique. Donc, le problème, c'est comment on peut pousser l'État, ou l'ANF d'ailleurs, donc qui fait partie aussi de l'État quelque part, à assurer ces travaux régulièrement. Sachant que la population en amont subit les crues. Il y en a de moins en moins, mais il y en a quand même. D'autre part, sous le bassin, ça sèche. On trouve maintenant des herbes invasives. Donc, ça devient des sujets délicats. On a une basse à poissons, d'ailleurs, qui a été faite pour 500 000 € par la région et autres partenaires. Et cette basse à poissons est en sablier. Voilà, on en est aujourd'hui. C'est typique de l'État qui dépense de l'argent, qui ensuite n'entretient pas et donc finit par casser pour refaire. Bon, le bassin appartient à qui? Le bassin appartient à VNF. D'accord, ok. Bah, je pense que des concessions sur chaque côté, sur les rives, à la fois pour la Comcom et à la fois pour la commune. Mais ça, c'est entretien. D'accord, très bien. Entretien des rives, pas du bassin. Mais je pense que sur ce sujet, comme sur d'autres sujets qu'on a pu évoquer, il faut que vous demandiez à la DDT ou au préfet de vous communiquer les titres administratifs qui s'appliquent sur ce bassin réservoir. Vous avez sans aucun doute une obligation d'entretien et de curage régulier. Donc, à mon avis, dans un premier temps, demandez à avoir communication de l'arrêté qui réglemente ce bassin. Regardez les dispositions qui sont applicables à l'entretien et au curage. Et ensuite, n'hésitez pas à écrire à l'administration en disant, écoutez, voilà, il est prévu qu'il y ait un curage régulier. Dès que la nécessité se fait sentir, dès lors qu'il y a un risque pour la sécurité en amont, etc., bah, vous allez le mettre en œuvre. Et peu importe le coût et peu importe l'incidence environnementale, je veux dire, ce n'est pas votre problème, ça doit être fait. Et surtout, je vous le redis, ce qui prime dans la loi, c'est l'intérêt de la sécurité et de la salubrité publique. Voilà. Donc, les petits poissons, c'est très important, les espèces protégées, c'est très important, et je ne le dis pas de manière cynique, c'est tout à fait vrai, mais la sécurité, la salubrité humaine sont plus importantes. Bonjour maître. Une petite question simple, peut-être qui élargit en fait votre intervention. Combien y a-t-il d'acteurs de votre nature, c'est-à-dire d'avocats en France qui sont capables de se saisir du sujet? Vous êtes une sorte de référence ou la référence juridique, mais est-ce que vous êtes une perle rare ou quels sont les autres acteurs qui à votre niveau, sont susceptibles d'aider les causes que vous défendez? Alors, je vous remercie pour votre question et pour votre expression. Alors, je ne sais pas si je ne suis une perle rare, mais en tout cas, cette matière est une perle rare. Ça, c'est une certitude. Et effectivement, il y a peu de professionnels qui exercent dans ce domaine de manière compétente, entre guillemets. Il y en a quand même quelques-uns. Vous avez un de mes confrères qui s'appelle Xavier Larouille-Castera, qui est à Toulouse, qui connaît très, très bien ce domaine et voilà, qui vraiment, sur des dossiers tels que ceux-ci, fonctionne très bien. Vous avez également un avocat lyonnais qui s'appelle Jérôme Lépée, au sein du cabinet Adaltis, qui voilà, connaît très bien la matière également. Bon, ma liste n'est pas exhaustive, si vous voulez, mais c'est vrai que ça se compte à peu près sur les doigts de la main en France. Hein, donc, après, vous avez des avocats qui connaissent parce qu'ils ont déjà pratiqué sur un ou deux dossiers, mais c'est pas leur spécialité. Alors, ça peut très bien fonctionner aussi. Hein, je veux dire, tous les dossiers de ce type ne sont pas d'une complexité épouvantable. Hein. Vous avez des dossiers qui sont un peu plus simples. Mais c'est vrai que quand on va s'enfoncer sur des questions de fond, et puis des contentieux qui prennent de l'ampleur parce qu'il y avait plein d'usages qui sont concernés, ça devient un petit peu plus compliqué, c'est vrai. Bon, mais je pense que nous avons terminé. Nous allons remercier Maître Rémy de toutes ces questions. Merci à vous. Merci Maître Rémy. Je ne pensais pas que ça pouvait aussi bien se terminer avec un modérateur aussi de qualité. Merci Maître Rémy. Merci, bon week-end à vous. Au revoir.